Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des participants qui arrivent progressivement. Il est 18 heures. On va bientôt commencer notre webinaire. Je vous souhaite la bienvenue, mais on attend quelques minutes, je pense, pour avoir le nombre de participants qui s'est inscrit. On attend encore simplement quelques minutes et puis on va commencer ce webinaire. Voilà, donc on va démarrer. Donc, je me présente, Yoann Tranchant. Donc, je suis responsable des projets de La Bonne Échelle, qui est donc une marque de Haute-Savoie Habitat en charge des démarches participatives, de l'habitat participatif, de l'habitat inclusif au sein du groupe Haute-Savoie Habitat. C'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir pour ce webinaire. C'est vrai qu'il est attendu depuis un certain nombre de semaines ou de mois pour certains d'entre vous qui avaient vu l'annonce au mois de décembre du lancement de cette démarche, donc d'appel à projet pour la mise en vente d'un tellement qui appartient à Haute-Savoie Habitat. On est parti pour un webinaire d'environ 1 heure à 1 heure et demie avec vos échanges, avec vos questions qui pourraient se poser. On est sur un format qui est un peu particulier. J'aurais préféré qu'on fasse ça dans l'enceinte du bâtiment en question, mais pour des raisons que vous connaissez, ce n'est pas rendu possible à l'heure actuelle. Mais on vous a préparé donc une visite virtuelle des lieux qu'on verra tout à l'heure dans un petit clip vidéo. Et puis pour le reste, ce sera donc une présentation du contexte de ce projet-là, d'où est-ce qu'on part, du site finalement, de la thématique de l'habitat participatif assez rapidement. Et puis après un large temps qui sera consacré aux questions que vous aurez sur le règlement de l'appel à projet et d'une manière générale sur la façon d'intégrer un groupe projet en tant que particulier, que groupe en formation, voire en tant qu'architecte. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible donc sur la page YouTube de Haute-Savoie Habitat et via un lien qui sera disponible très prochainement sur le site de La Bonne Échelle. Pour échanger deux moyens, vous pourrez donc poser des questions avec la touche discussion, et puis vous pourrez également lever la main pour demander la parole pour échanger cette fois oralement avec l'ensemble des participants. Et j'ai à mes côtés donc Julien qui est en charge aussi de la logistique pour la mise en œuvre de la vidéo et du diaporama. Je vous remercie. Je propose peut-être qu'on commence maintenant qu'on a presque l'intégralité des participants. Je vais donc partager mon écran pour vous montrer le plan de la présentation. Est-ce que tout le monde voit le plan? Bon écran. Alors, écran.
On me dit en régie que c'est bon, donc on va pouvoir commencer cette présentation. Donc, on l'a décliné en six grandes parties. Donc, on va descendre ces échelons pour parler du contexte donc, qui amène le lancement de cet appel à projet, la démarche d'une manière générale d'habitat participatif, qu'est-ce que ça englobe. Et assez rapidement, on présentera le site en question donc, sur la commune de Poisy, avec la vidéo qui viendra donc ponctuer cette présentation. Et à la suite, donc, il y aura des échanges avec vous-même sur le projet, sur les conditions finalement pour candidater et aussi pour présenter le jury, les modes de sélection qu'on aura de vos candidatures dans le cadre d'un calendrier. Donc, je commence par le contexte. Finalement, Haute-Savoie Habitat est un bailleur social qui donc est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments, de patrimoine locatif et est propriétaire d'un tellement immobilier sur la commune de Poisy, qui était un ancien corps de ferme et qui avait été acquis, puis transformé en des locaux à destination de bureaux et d'ateliers pour de diverses réparations, entretien des bâtiments, également du parc automobile du bailleur social. Et depuis quelques années, progressivement, ces locaux ont été désaffectés avec des déménagements dans d'autres locaux plus fonctionnels pour nos activités de bailleur social. Et donc, l'idée est présentée de mise en vente de ce bâtiment-là. Et plutôt que de le vendre finalement de manière conventionnelle voilà, au plus offrant, il y a des annonces, l'idée a émergé finalement d'en faire quelque chose, un produit qui ait du sens en termes d'habitat, en termes de vivre ensemble, donc d'aller chercher, pourquoi pas, des innovations sociales, architecturales sur ce terrain de jeu que pourrait constituer ce tellement immobilier. Et c'est là qu'intervient donc La Bonne Échelle, qui est une marque du groupe Haute-Savoie Habitat, qui est dédiée à ces thématiques d'habitat participatif et d'habitat inclusif. Et donc là, mon rôle en tant que Bonne Échelle est de pouvoir organiser cet appel à projet, mais également accompagner les équipes candidates dans la constitution de leur dossier. Et puis après, pour l'équipe lauréate, de l'accompagner vers la vente finalement sécurisée de ce tellement. Alors, en quelques mots, l'habitat participatif, donc, il faut se placer, je suppose que la plupart d'entre vous avaient déjà des notions. Maintenant, il y a quand même une littérature et puis sur Internet, des éléments, des documents qui sont assez complets sur ce que peut regrouper la thématique de l'habitat participatif. On se met à la place finalement de ménages qui peuvent être des ménages avec enfants, comme ici sur le slide, mais également des ménages seuls, des couples, des personnes âgées en situation de handicap, qui vont finalement, dans leur recherche d'habitat, avoir différents critères qui peuvent être contradictoires les uns avec les autres et qui peuvent rendre difficile le choix d'un habitat, plutôt en appartement pour la proximité avec les équipements, les différents services, les zones d'emploi également, la question du coût d'achat, mais également après du coût d'entretien du logement dans lequel on va s'installer, de la facilité de revente. Et puis, il y a tous des critères qui sont jusqu'à présent plutôt favorables à l'acquisition ou en tout cas à l'habitat dans une maison individuelle, qui va être la notion d'espace extérieur, d'agrément, de jardin, également les notions de calme, de sécurité qu'on retrouve plus facilement dans l'imaginaire dans une maison. Et l'idée finalement à travers ça est de se dire que est-ce que en réfléchissant non plus à l'échelle de la cellule d'un ménage, mais à une cellule élargie qui soit celle d'un groupe de ménages, on ne peut pas arriver finalement à construire, et c'est la flèche verte finalement, à construire un habitat qui soit différenciant par rapport à l'offre immobilière conventionnelle de maisons ou d'immeubles, mais qui puisse être donc un habitat qui soit collectif, on va dire par définition, vu que c'est un groupe d'habitants qui va le constituer, mais qui puisse finalement aller chercher les attributs qu'on recherche habituellement dans une maison à travers, par exemple, un jardin partagé, des espaces qui soient mutualisés, de la convivialité, une certaine solidarité de voisinage. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, dans la philosophie, ont forgé les démarches d'habitat participatif. Voilà, l'idée, finalement, j'aime bien ce schéma-là qui simplifie les choses en termes on va dire
dissociation et de répartition des espaces, l'habitat participatif n'est pas forcément de l'habitat communautaire où on partage tout, mais c'est l'idée finalement de donner plus de consistance au cercle jaune, finalement, à ces espaces communs qui sont à l'interstice entre l'espace privatif, la cellule logement, et l'espace public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les copropriétés conventionnelles, on va dire, eh ben ce n'est pas toujours évident qu'un habitant, dès lors qu'il a franchi la porte en sortant de son logement, se sente encore dans quelque chose qui lui appartienne, qui soit un commun. On se sent plutôt assez vite dans un espace qui soit public. Et c'est quelque part l'habitat participatif, la reconquête de ces espaces communs, partagés, mutualisés. Voilà, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Et plus généralement, donc, l'habitat participatif véhicule des images qui sont d'avoir une meilleure qualité d'usage des logements pour avoir participé à leur conception, à leur construction, une réflexion sur le coût global qui est plus aboutie finalement que lorsqu'on achète un produit qui est fini. La notion d'architecture à vivre qui soit plus originale, plus fonctionnelle que lorsqu'on est sur un marché, on va dire, de l'offre immobilière. Et on est sur des programmes à taille humaine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des grands projets d'habitat participatif, mais où on va retrouver dans ce cas-là, à l'échelle de paliers ou d'immeubles, des cercles, on va dire, d'habitants et de voisinage rapprochés. On est beaucoup sur l'économie du partage, finalement, d'espace, d'équipement, tout ce qui peut être mutualisé, partagé, que ce soit des véhicules, que ce soit des espaces qui ne sont pas utilisés quotidiennement par les ménages, plutôt que d'avoir chacun. L'exemple typique, c'est la chambre d'amis, c'est typiquement un type d'espace qui peut être partagé. La notion de solidarité de voisinage est très prégnante dans ces types de projets en général. Et puis, par contre, un des enjeux, c'est de ne pas, à notre sens en tout cas, rester en vase clos dans ce type de projet, mais d'avoir aussi une ouverture sur un quartier, un village. Et c'est vrai que là, la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire d'avoir pas forcément que du logement, peut être un plus pour le type de projet qu'on propose ici. Et en tout cas, ce que j'indique, c'est que l'habitat participatif, ce n'est pas un montage juridique. C'est vrai qu'on a souvent, dans les idées reçues, l'image que l'habitat participatif, on n'est pas tout à fait propriétaire, ou que c'est un montage en coopérative, etc. Ce sont des montages qui existent, mais la définition de l'habitat participatif est plus large que ça. C'est avant tout une démarche, c'est avant tout un mode d'habiter, et ce n'est pas forcément un montage juridique à part entière, tout comme on peut être en habitat participatif en étant locataire, en étant propriétaire, en étant locataire du parc social. Ce n'est pas un statut d'occupation non plus, c'est une manière de concevoir son habitat, son logement et tout ce qui gravite autour collectivement, et de pouvoir y vivre on va dire en meilleure harmonie avec son voisinage, parce qu'on a mieux maîtrisé sa conception, sa construction et son exploitation. Voilà, j'en reste à peu près là sur les grandes définitions qu'on peut avoir sur l'habitat participatif. Et sur ce qui concerne donc le projet de Poisy, l'idée a été de se dire comment arriver finalement à regrouper des ménages sur ce type de projet-là. Et tout de suite est venue l'hypothèse de créer cet appel à projet avec donc un règlement de l'appel à projet qui vous sera décrit un peu plus tard et qui sera fourni, qui sera disponible sur le site internet assez rapidement. L'idée est de pouvoir faire se regrouper des ménages, donc familiaux ou des couples ou des personnes seules, avec des groupes qui ont pu être amorcés, parce qu'on a dans la région du bassin annécien des groupes qui sont déjà à la recherche finalement d'un lieu, d'un site, pour pouvoir exprimer leur volonté de construire ensemble et d'habiter ensemble. Et c'est ouvert également à des porteurs de projets professionnels qui puissent s'intégrer dans ce projet-là, parce que le site, au vu de sa localisation, au vu de sa configuration, peut finalement assez avantageusement pouvoir accueillir autre chose que de l'habitat. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est une possibilité qui est largement offerte. Donc l'idée, voilà, est de permettre à ces différentes parties prenantes de se regrouper, de s'associer à un architecte. Ça, c'est quelque chose qui apparaît important dans l'appel à projet, que les particuliers finalement ne soient pas isolés dans cette démarche-là, mais puissent faire appel à l'expertise d'un homme ou d'une femme de l'art,
qui puisse les guider aussi sur les aspects techniques, sur le coût prévisionnel d'une telle réhabilitation. Et donc, c'est ça, ce sont ces futurs particuliers, ces éventuels porteurs de projet et cet architecte qui vont constituer l'équipe projet qui va plancher là, sur les 3 mois qui vont arriver sur l'appel à projet qui est lancé aujourd'hui. Au niveau du site, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont du bassin annécien, d'autres de Haute-Savoie et d'autres qui sont de plus loin. Donc, je me permets de rappeler où se situe la commune de Poisy. Donc, la commune de Poisy, c'est un village qui a beaucoup grandi, qui est maintenant une petite ville d'environ 8000 habitants, qui se situe donc sur un premier plateau à l'ouest d'Annecy, directement accessible sur la ville d'Annecy, et donc qui est situé assez avantageusement, je dirais, entre deux bretelles d'autoroute qui permettent d'être assez vite accessible sur l'ensemble du bassin d'emploi du bassin annécien, voire même Genevois ou Aixois. Et donc, le projet se situe, enfin le projet, le Tènement, se situe en plein centre du village, centre, on va dire, plutôt historique, le chef-lieu finalement historique de ce village de Poisy, le long d'une voie qui est à sens unique, donc relativement calme, et entourée donc, de tissus pavillonnaires et d'immeubles, avec au côté sud un îlot qui est en renouvellement urbain, donc avec du bâti qui va être démoli en vue d'un programme de construction neuve. Donc c'est un site qui est relativement bien et même très bien placé pour un projet d'habitat. Je vais peut-être laisser Julien ou moi-même passer à la vidéo assez rapidement pour vous présenter justement la consistance des lieux. Alors, je vais arrêter mon partage. Donc bienvenue à Poisy, au centre du village, au 247 route d'Annecy. C'est ici donc Haute-Savoie Habitat est propriétaire de ce Tènement et sur lequel donc est bâti cet ancien corps de ferme qui est soumis donc à un appel à projet d'habitat participatif, et donc on va le visiter ensemble. Alors c'est un terrain de plus de 1200 mètres carrés sur lequel est construit donc un ensemble de bâtiments qu'on va décomposer et visiter dans cet ordre-là, avec une première partie qui est l'habitation historique sur le pignon sud. Ensuite, sur les parties arrière, c'était les anciennes granges qui ont été réhabilitées par l'organisme en une agence de proximité. Et surtout le reste finalement du U de cet ensemble de bâtiments, on a les différents garages et ateliers qui servaient à l'organisme et qui pourront être réhabilités. On commence donc par la partie habitation historique, qui est en l'état d'époque, avec donc un premier couloir avec l'accès à l'étage, et ici une première pièce de vie. Alors le volet ne peut pas s'ouvrir, donc on est un peu sombre, mais on a une première pièce de vie ici, plein sud, et puis une seconde sud et ouest, pour ce rez-de-chaussée. On accède ensuite à l'étage par cet escalier en bois. À l'étage, donc, on trouve 5 chambres et des salles d'eau. Donc en commençant par celle-ci. C'est des grandes pièces, des grandes chambres comme on en faisait à l'époque, de 15 à 20 mètres carrés. La seconde, donc en poursuivant, un peu plus petite, côté sud aussi. Une troisième chambre ici à l'angle sud-ouest du bâtiment. Un WC donc de ce côté-là. Ensuite ici une autre pièce avec un point d'eau et qui donne côté ouest, en limite de propriété.
Et on visite donc les deux dernières pièces de cet étage, avec ici une salle de bain centrale, avec une petite ouverture qui donne sur la pièce qu'on vient de visiter, et la dernière chambre ici, côté est. Les combles ne sont pas aménagés pour l'instant. On est donc sorti de l'habitation et on enchaîne avec la chaufferie qui est juste à côté. Donc qui est relativement grande et avec une chaudière qui est en fonctionnement en fait pour le chauffage et l'eau chaude de l'agence actuelle. Avec ici donc une première pièce d'entrée et plusieurs bureaux, je vous laisse regarder. Ici un bureau qui fait une petite vingtaine de mètres carrés. Un autre ici, éclairé côté ouest, avec la limite de propriété qui est relativement proche et qui ne donne pas de possibilité de création de nouvelles ouvertures. L'espace sanitaire de ce côté-ci. Et on poursuit donc sur une seconde travée finalement du bâtiment, avec l'accès qui montera à l'étage supérieur, mais avant cela d'autres bureaux, éclairés celui-ci côté cour, côté est, un espace central et un second espace ici, éclairé côté ouest. On monte à l'étage. Nous sommes désormais donc à l'étage de ce bâtiment, en ayant franchi cet escalier-là depuis le rez-de-chaussée. On est sur un niveau qui est sur dalle en béton, et on voit qu'on était sur un ancien usage de bureau à réaménager. Donc, je vous laisse poursuivre. On a la petite cuisine, la kitchenette de bureau de l'époque. Et un grand volume ici, qui était des bureaux collectifs, avec une ouverture côté est et la vue sur la tournette quand c'est dégagé. Un second bureau est distribué ici, un autre ici en second jour. Voilà pour cet espace, avec ici une grande fenêtre côté ouest. On poursuit on change de travée de bâtiment encore une fois. Là on arrive sur la partie la plus au nord du corps de ferme, avec un escalier qui permet de rejoindre le rez-de-chaussée. On le prendra en redescendant. Mais ici, avant, vous montrer cet espace qui sert encore actuellement d'archives, mais qui seront débarrassés par la suite. On voit la structure du bâtiment. On est donc sur une structure lourde en parpaing plein, et au-dessus, une charpente en bois apparente ici, et qui permet de voir tout le volume et tout le potentiel de ce corps de ferme pour une réhabilitation. Et donc sur l'intégralité du bâtiment, on a ces combles qui ne sont pas aménagés, qui peuvent être aménageables, mais qui par contre ne sont pas visitables dans le cadre de cette visite aujourd'hui. On redescend donc de ce local des archives et on arrive au rez-de-chaussée sur la partie nord donc, du corps de ferme,
avec cet espace qui est traversant, donc sur toute la largeur du bâtiment. Côté ouest ici avec des vitrages, et ici avec une grande porte côté est, accès sur la cour intérieure. En ressortant ici, on se rend bien compte donc, du parcours qu'on a effectué depuis la maison d'habitation en pignon sud, ensuite la chaufferie qui se situe entre l'habitation et l'ancienne agence finalement de Haute-Savoie Habitat, qui était donc desservie par 2 escaliers. On est arrivé par le rez-de-chaussée ici, on a pris l'escalier pour arriver aux étages. Le local archive est au sommet côté nord du bâtiment, et nous venons d'en redescendre ici pour accéder à cette partie-là en rez-de-chaussée qui était un ancien atelier. Donc après avoir visité le bâtiment principal, on va cette fois visiter les annexes qui sont formées par ces différents garages ici. On va rentrer par cet atelier-là et se rendre compte que ces garages-là ont un rez-de-chaussée et une dalle au-dessus en dur, en béton, avec un aménagement en mezzanine en comble qui est exploitable. Alors, on se rencontre ici, il y avait même une fosse pour les réparations de notre flotte de véhicules à l'époque. Quelques matériels et matériaux sont encore stockés, seront débarrassés bien entendu. Vous aurez toutes les surfaces dans le plan topographique, le plan de géomètre. Et il y a un premier escalier, donc à l'angle de cette trame, qui permet d'accéder à l'étage qui est donc sur dalle béton, avec une hauteur sous plafond qui est un peu réduite sur les côtés, mais une dalle et un espace central qui est toutefois exploitable. À cet endroit, la dalle a une trémie. Finalement, on est en mezzanine sur un des garages et on se rend bien compte du cheminement qu'on est en train de parcourir. On est sur une couverture en tuiles en terre cuite sur ce bâtiment-là. On va redescendre et poursuivre sur les autres garages et le tout dernier qui est aménagé différemment. Donc on peut entrer dans les garages et se rendre compte qu'à partir d'ici, on est sur un garage double, mais que même la séparation est en béton cellulaire, y compris avec les autres garages, ce qui permet d'avoir, si on le souhaite, une continuité de tout cet espace-là à travers les différentes portes. Voilà, un second garage double, avec la mezzanine où nous étions tout à l'heure. Et du petit matériel qui sera débarrassé, bien entendu. Un garage de plus ici, donc, où sont stockés pour l'instant quelques matériels, et qui celui-ci est vitré en fond. Et on poursuit donc avec le dernier espace qui ressemble finalement aux autres garages, mais qui a été réaménagé en son temps en un petit bureau. Donc là, on est sur l'extrémité sud de tout cet alignement de garage. Et cet espace-là donc dispose de son escalier pour accéder dans les combles, comme on a pu le voir de l'autre côté, avec des combles qui sont aussi pas exploités, mais exploitables par le fait qu'on est sur une dalle en béton, un escalier en béton,
tout est relativement bien prévu de ce côté. Voilà, j'espère que cette visite virtuelle vous a permis malgré tout de mieux appréhender, de bien comprendre l'étendue du potentiel de ce tènement. Donc, de par sa localisation en plein centre de Poisy, de par les volumes qui sont construits, qui sont aménagés ou qui restent à aménager. Pour plus d'informations sur cet appel à projet d'habitat participatif, rendez-vous sur le site labonéchelle.oph74.fr et puis on se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ce beau projet qui sera votre projet. Voilà donc pour cette visite virtuelle. Je vous avoue que j'aurais largement préféré qu'on fasse une visite présentielle. Ça aurait été plus confortable pour chacun pour se rendre compte de l'étendue du potentiel des lieux. Mais je crois quand même que malgré tout, avec cette vidéo, on arrive à avoir un bon aperçu. Et en tout état de cause, on pourra ouvrir donc de vraies visites aux groupes qui seront en constitution. Mais c'est vrai que dans le cadre de ce lancement officiel d'aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre d'accueillir un trop grand nombre de personnes sur site. Ce n'était pas envisageable étant donné le contexte sanitaire. Je ne sais pas si à cette étape, il commence à y avoir des questions de votre part ou si vous préférez qu'on poursuive sur la présentation du projet, finalement de l'appel à projet, des différentes conditions pour postuler. Je propose peut-être qu'on poursuive et puis comme ça, tout le temps d'échange sera peut-être plus productif en fin d'échange pour que vous ayez déjà les premières clés de cet appel à projet. Alors, je vais reprendre un partage d'écran. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que nous pouvons envoyer le plan d'architecte détaillé? Alors, tout le dossier, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est le lancement officiel de l'appel à projet. On a prévu de mettre en téléchargement sur le site internet de la Bonne Échelle le règlement de l'appel à projet et des annexes qui vont être composées donc notamment de tout un relevé de géomètre, c'est-à-dire qu'il y a un relevé architectural qui a été fait, qui était relativement précis, très précis, même avec la topographie, les relevés d'état des lieux du rez-de-chaussée, des étages, des coupes et des façades. Donc tout ça vous sera remis en téléchargement dès demain ou dès lundi pour que vous puissiez justement exploiter ces documents-là, bien sûr. Il y avait une autre question à propos du coût du projet. Alors, le coût du bâtiment, en toute transparence, et c'est intégré de toute façon dans le cadre du règlement de l'appel à projet, on est une structure publique, donc on a demandé au service France Domaine d'estimer, mais c'était déjà en 2019, avant que n'émerge le présent projet d'habitat participatif, le tènement était évalué à 865 000 € après des amiantages éventuels. Il se trouve qu'on a fait un diagnostic amiante qui révèle pas ou peu d'amiante dans l'intégralité du tènement. Donc voilà, ça c'est l'estimation France Domaine. Ce n'est pas forcément le prix qui sera définitivement établi au moment de la signature de l'acte. On est là dans une démarche de mise en vente finalement pour un projet qui est une plus-value, finalement une plus-value en termes de sens, en termes de collectif. Et ça fait partie des critères qui vont être décrits par la suite. L'idée de faire cette démarche-là, ce n'est pas de faire une vente aux enchères du bâtiment, ce n'est pas de vendre au plus offrant, c'est plutôt de mettre à disposition de l'offre la mieux disante, suivant les critères qu'on va décrire par la suite, mais qui regardent davantage finalement le caractère social, inclusif du projet, environnemental, davantage que le côté uniquement financier. Pour autant, on ne va pas le donner non plus. Enfin, le Haute-Savoie Habitat ne peut pas non plus couper en deux le prix du tènement. Il y a d'autres questions à propos de la démolition. Alors, la démolition peut être envisagée par les groupes. C'est vrai que nous, on avait regardé les différentes possibilités, parce qu'après, il y a un document d'urbanisme, un PLU, qui est applicable donc, sur le secteur, bien entendu. Et en fonction de ces règles-là, démolir
pour reconstruire un autre type de projet. Ça sera regardé par chacun des groupes, mais ce n'est pas ce qui apparaît en toute cause la solution, en tout cas de prime abord, la plus intéressante, parce que ça a été présenté, l'ensemble du bâtiment en U, la façon dont il est construit, aujourd'hui, les règles de PLU ne permettraient pas de reconstruire à l'identique. C'est-à-dire que si on devait démolir puis reconstruire, il faudrait respecter des règles de recul par rapport aux voisins qui aujourd'hui ne sont pas respectées. Ce qui fait que la constructibilité, si vous voulez, le nombre de mètres carrés de bâtiments qu'on pourrait construire après démolition serait peut-être inférieur à ce qui est déjà construit actuellement. Mais ça, c'est tout l'intérêt finalement dans votre équipe projet d'avoir un architecte qui pourra lui regarder et confronter peut-être ce que je vous expose là pour confirmer ou infirmer. Mais en tout cas, voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir une personne de l'art pour pouvoir vous aiguiller là-dessus sur cette stratégie. Et en comptant aussi que le bâtiment, on a des mitoyennetés bâties et qui peuvent faire en sorte que la démolition peut être aussi contraignante de ce point de vue-là. Mais encore une fois, voilà, c'est sous toute réserve. Mais donc, le coût de démolition, en tout cas, n'a pas été estimé. Alors, on a des questions relativement techniques et précises déjà sur la qualité du sol sous l'enrobé et sur l'épaisseur de l'enrobé. J'avoue que je ne peux pas répondre à ce stade. C'est vrai que nous, on s'est dit pour mettre en vente ce tènement-là à des groupes de particuliers, quand bien même ils sont accompagnés par un architecte, l'idée est de ne pas tromper l'acquéreur. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé, et aux frais de l'organisme Haute-Savoie Habitat, cette étude de relevé de géomètre pour être bien sûr des surfaces qui seront mobilisables, et également ce diagnostic amiante qui permet de limiter la part d'inconnu pour un projet de réhabilitation ou de démolition-reconstruction. Après, le niveau de précision du sol en dessous de l'enrobé ou de l'épaisseur de l'enrobé, ça pourra être regardé, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément la donnée sous la main à cette heure-ci. Voilà. Alors, il y a une question, oui, alors peut-être que je peux reprojeter, parce que c'est donc une question relative au tènement en lui-même et au niveau cadastral. Donc, c'est une question sur le local d'archives qui serait en dehors du tènement. Précisément non, puisque l'écran est partagé là. Ah, alors, excusez-moi, j'ai oublié de partager l'écran, donc forcément, ça va moins bien. Je me remets sur un partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Alors, Julien me dit qu'il faut que je redépartage. Voilà. On va simplement revenir au niveau du plan cadastral pour répondre à la question qui concerne donc le local archive qui semble être en dehors de l'emprise. La réponse est non, c'est-à-dire que le local archive est vraiment dans l'emprise et qu'il y a un petit bâtiment qui est accolé au corps de ferme, mais qui n'est pas propriété de Haute-Savoie Habitat. Le petit bâtiment qui est sur l'arrière là est justement ce que j'évoquais tout à l'heure sur la difficulté qu'il pouvait y avoir, pas l'impossibilité, mais la contrainte qu'il pouvait y avoir à démolir pour reconstruire, c'est qu'il y a un bâtiment qui est accolé au corps de ferme principal, mais qui est un bâtiment qui appartient à la copropriété située au nord du tènement. Donc, ce n'est pas une erreur de trait. Le local archive est bien, et donc de ce fait, le local archive, par exemple, est borgne côté nord. Il ne peut pas y avoir de fenêtre côté nord. Alors, il y a une question sur la mise en concurrence d'architectes. Alors, disons que ce n'est pas tellement une mise en concurrence, c'est-à-dire qu'on met finalement, on fait un appel à projet et on demande finalement au groupe de particuliers qui vont être constitués, de particuliers et également, comme j'évoquais,
potentiellement de porteurs de projets professionnels, de s'associer déjà avec un architecte pour finalement les aider à construire leur projet ou en tout état de cause, les alerter sur les difficultés, parce que ça reste une aventure de réhabiliter un corps de ferme pour en faire des logements collectifs. C'est une aventure qui ne se prend pas à la légère et dès les premières étapes, donc dès l'appel à projet, il est important d'avoir ces notions-là en termes de prix de revient, des différentes options qui peuvent être envisagées, de démolition, d'exploitation des combles, oui, mais à quel coût, etc. Et donc, ce n'est pas à proprement parler une mise en concurrence des architectes, puisque c'est une mise en concurrence, si on veut, et très relative, des équipes projets qui seront constituées de l'architecte, mais l'architecte n'est pas quelque part le fournisseur de Haute-Savoie Habitat ou de La Bonne Échelle, il sera le fournisseur de l'équipe lauréate si jamais elle est retenue. Donc la mise en concurrence, elle est plutôt, mais comme tout appel à projet, entre les équipes constituées. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Les frais d'architecte qu'on pourrait engager seraient-ils perdus si notre projet n'est pas retenu? Alors, en ce qui concerne tous ces éléments-là en termes d'engagement financier par les équipes, en effet, ni Haute-Savoie Habitat ni La Bonne Échelle ne s'engagent à rembourser les frais qui peuvent être engagés par les équipes, que ce soit pour un architecte ou pour d'autres professions. Il n'y a pas de remboursement prévu par Haute-Savoie Habitat ou par La Bonne Échelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et c'est précisé dans le règlement de l'appel à projet, qu'il n'est pas demandé un rendu qui soit forcément de niveau avant-projet détaillé ou de niveau très avancé. Le rôle de l'architecte au sein des équipes constituées est vraiment de pointer, quelque part de donner la traduction en termes d'intention architecturale, la traduction du projet du collectif. Et pour l'architecte, après, c'est l'opportunité, si l'équipe est retenue, d'avoir l'affaire, finalement, de suivre cette conception et ce chantier avec le groupe de futurs habitants. Donc, l'idée de l'appel à projet est de ne pas pousser les groupes à un investissement financier qui soit trop important auprès d'une maîtrise d'œuvre, mais au contraire, voilà, de rester sur des intentions, sur une vérification de l'adéquation entre le projet du groupe et les réalités d'un PLU, d'une structure de bâtiment, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'a été fait ce plan, ce relevé de géomètre, pour quelque part limiter le temps qui doit être consacré après par l'architecte pour définir le champ des possibles, avec un plan tel qu'il a été établi, qui sera fourni donc à qui voudra le télécharger sur le site internet de La Bonne Échelle. Il est fourni en PDF et en DWG, ce qui permet voilà, d'avoir une connaissance relativement fine des espaces, des volumes, des murs, des baies, pour pouvoir avancer sans avoir à faire un relevé par l'architecte qui prenne déjà une journée, voire plus de travail. Donc ça, c'est un investissement quelque part qui a été fait par Haute-Savoie Habitat pour justement que les équipes n'aient pas à le faire financer par un architecte. Une question. À première vue, pour que le projet soit viable, combien de logements peuvent être créés? Alors, il y a une question là, sur le nombre de logements qui doit être créé pour que le projet soit viable. Ça va dépendre déjà si on n'est que sur du logement ou s'il y a également de l'activité économique. On peut partir raisonnablement sur un projet de 6 logements. Mais là encore, c'est-à-dire qu'on laisse liberté au groupe de pouvoir travailler parce qu'un logement peut faire entre 30 et 115 mètres carrés, voire plus. Ce qui peut être limitant sur ce projet-là, au niveau des règles du PLU, ce sera les stationnements qui sont imposés par logement. Donc là, il faudra se référer au PLU de la commune de Poisy. De mémoire, on est sur 2 places par logement, ce qui fait que même si on fait des petits logements, ce ne sera pas l'enveloppe de la ferme qui sera limitante, mais bien les places de stationnement. Et que le stationnement, il se fera en réduction des espaces extérieurs qui seront mobilisables. Donc, c'est vrai que la maille de 6 logements peut être une fourchette. Une fourchette entre 5 et 7. Mais là encore, le projet peut
peut être différent de ce que j'évoque là. On est vraiment sur un ordre de grandeur. On poursuit peut-être la présentation s'il n'y a plus de questions, mais je pense qu'il y en a d'autres qui viendront fatalement, et c'est tant mieux. Donc là, c'était sur la localisation. Au niveau de l'appel à projet, finalement, et de comment constituer un projet, comment constituer en tant que ménage, comment rejoindre une équipe. Donc là, vous avez dû voir sans doute que sur le site Internet de La Bonne Échelle, il y a finalement un onglet qui est consacré aux petites annonces et spécifiquement sur les petites annonces pour le projet de Poisy, où vous avez donc 3 entrées dans ces petites annonces. Soit donc, vous êtes habitant, vous êtes un ménage, mais vous n'avez pas encore formé un groupe et vous souhaitez rejoindre un groupe pour candidater à cet appel à projet. Vous vous inscrivez sur ce site-là, sur cette rubrique-là, habitant cherche groupe. Vous mentionnez votre nom, vos coordonnées pour pouvoir être recontacté ensuite par un groupe qui sera en formation, qui lui sera en recherche de nouveaux habitants pour compléter son groupe. Après, c'est un échange qui sera à établir entre vous pour vérifier que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes intentions, ou en tout cas qu'elles soient compatibles. Si vous êtes déjà un groupe qui est sur le bassin indécien ou ailleurs, qui est en amorçage quelque part, en recherche d'un terrain pour mettre en œuvre le projet de vos rêves en termes d'habitat, vous pouvez également vous inscrire, cette fois dans la rubrique groupe recherche habitant, pour pouvoir justement compléter votre effectif et arriver à la taille qui permette de remplir le corps de ferme et le tellement proposé. Et enfin, on a fait aussi cette 3e rubrique qui est architecte propose ses services pour ce projet. C'est-à-dire que tous les architectes ne sont pas forcément à même d'accompagner par la suite un collectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une part d'une métier à part entière, mais qui est très valorisante aussi malgré tout pour l'architecte, de pouvoir travailler directement avec les futurs habitants, les futurs usagers, sur un projet collectif qui donne sens au bâti qui va être conçu et construit. Donc là, les architectes ont la possibilité aussi de déposer quelque part leur carte de visite en indiquant je suis disposé à travailler pour vous, pour avancer sur ce type d'appel à projet et si jamais, bien sûr, le projet lauréat qui est retenu par Haute-Savoie Habitat et La Bonne Échelle, c'est cet architecte-là qui fatalement suivra l'opération pour le compte du groupe d'habitants. Donc voilà, au niveau de la façon de constituer, en tout cas, de faire se rencontrer les groupes. Après, les groupes en formation ont la possibilité aussi, ça se fait, et il ne faut pas se gêner d'utiliser des sites beaucoup plus connus que La Bonne Échelle, qui peuvent être Le Bon Coin, où vous pouvez indiquer à la rubrique immobilière que vous êtes un groupe en formation à la recherche de nouveaux habitants ou de nouveaux porteurs de projets pour remplir votre effectif. Ou après sur des sites spécialisés, type Habitat Participatif France ou d'autres, plutôt spécialisés Habitat Participatif, pour pouvoir également remplir votre panel. Et après, tout moyen utile vous permettre de constituer votre équipe. En ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, donc là, c'est vraiment les grandes lignes. Toute la précision sera donnée dans le règlement de l'appel à projet qui sera en ligne, comme je vous le dis, demain ou lundi. L'objectif, c'est pas comme je disais, c'est pas que l'équipe forcément passe trop de temps finalement et d'investissement lourd en termes de quantité à produire, de documentation. Comme j'indique en bas, la quantité n'est pas égale à la qualité. Donc l'objectif, c'est en moins de 10 pages de pouvoir convaincre le jury que votre équipe, que ce qui vous porte, votre leitmotiv, soit retenu par le jury. Donc, il faudra produire simplement des petites notes sur la composition de l'équipe, qui sont ces personnes, ces futurs habitants, ces porteurs de projets. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes réunis ensemble et pas avec d'autres pour construire ce type de projet à Poisy? Comment vous comptez faire pour construire ensemble? Donc, l'architecte est là en appui aussi pour vous aider dans cette démarche-là. Le 4e point, c'est vivre ensemble demain. C'est comment est-ce que vous envisagez quelque part cette cohabitation, cette façon de vivre ensemble en voisinage? Quelles sont les caractéristiques que vous proposez qui font la plus-value de votre projet?
La cinquième partie, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est l'esquisse. C'est, on va dire, en un ou deux plans, de pouvoir avoir la traduction architecturale de votre intention, de votre projet collectif, mais il n'est pas attendu un rendu architectural finalement approfondi. C'est pas ce critère-là, c'est pas la qualité de la maquette qui fera remporter l'appel à projet. On soit bien d'accord là-dessus. Le sixième point, c'est la partie budgétaire. Là, on attend quelque part du groupe de nous fournir sur un tableau Excel, donc avec une maquette qui sera fournie en annexe du règlement, d'inscrire finalement l'estimation prévisionnelle des dépenses pour remplir cette opération et comment est-ce que financièrement le groupe compte pouvoir financer cette opération. C'est important malgré tout de pouvoir, c'est même prépondérant, de garantir que le groupe, et ça vous permet de vous poser la question collectivement des notions de solidarité au sein de votre groupe, de répartition des financements en fonction de la taille des différents logements qui pourront être créés. Et de pouvoir inscrire ça, ça permet de réfléchir, de mettre les choses au clair entre vous sur ce volet-là et de vérifier de la viabilité économique de votre projet. Et la septième rubrique est plutôt un complément libre. Si dans les 6 précédentes, vous n'avez pas réussi à indiquer votre plus-value, vous avez la possibilité de le faire sur cette dernière rubrique. Voilà. En sachant que, comme je l'indique là, la bonne échelle, pendant les 3 mois de l'appel à projet, c'est-à-dire que là, on est le 4 mars, l'appel à projet durera 4 mois jusqu'au 4 juin, donc la date de remise des candidatures est fixée au 4 juin. Pendant tout ce temps, il est possible, vous avez la possibilité de me contacter au sein de la bonne échelle pour poser une question de compréhension sur l'appel à projet, sur la façon de remplir. Et voilà, je m'engage à vous répondre et de nouer finalement cet accompagnement. L'idée n'est pas d'avoir la candidature qui tombe forcément le 4 juin s'il y a eu une incompréhension sur un volet de l'appel à projet. On a une question, oui. Mais comment peut-on savoir combien coûteraient tous les travaux à effectuer? Cela dépend des matériaux qu'on dit mettre entre autres. Alors sur la question, pardon, sur la question du coût, c'est encore une fois, c'est pour ça que on demande à ce qu'un architecte puisse vous accompagner pour vous donner les grandes lignes budgétaires, finalement, de prix de revient du projet que vous envisagez et qui vous permettra également d'établir des arbitrages qui montreront que vous avez malgré tout approfondi la question budgétaire et de mettre en adéquation le projet, le type de réhabilitation ou de reconstruction que vous souhaitez entreprendre avec votre capacité financière. Et le jury regardera ça également, de dire finalement si le prix de revient qui est indiqué paraît totalement déconnecté de la réalité économique, ça donnera un indice sur le fait que la plus-value de l'architecte qui vous a accompagné n'est pas forcément à la hauteur de la réalité pour aller vers un accompagnement sur la durée et de manière garantir la bonne fin d'une telle opération. C'est on va dire, la slide qui est peut-être juste derrière sur le volet financier. Voilà, ça, ce sera la trame budget qui sera demandée, qui sera une pièce de rendu de votre candidature où vous devrez indiquer le montant d'acquisition foncière que vous proposez à Haute-Savoie Habitat, c'est votre offre de prix, qui peut être finalement la variable d'ajustement de toutes les dépenses que vous aurez à faire sur cette opération, qui vont concerner les frais de notaire, ça sera un pourcentage de l'acquisition foncière, les différentes taxes qu'on doit payer quand on réaménage des locaux, la taxe d'aménagement, taxe d'assainissement, les frais de raccordement au service concessionnaire, c'est-à-dire à l'électricité, même si l'électricité est déjà présente, mais de manière générale, les frais de raccordement qui peuvent être envisagés. La plus grosse ligne sera celle du coût des travaux, y compris extérieurs. Donc là, il faut envisager grosse maille, c'est-à-dire au ratio, c'est-à-dire un coût en euros par mètre carré de surface habitable qui puisse être indiqué, qui soit, on va dire, qui soit cohérent par rapport à la réalité des travaux, auxquels peuvent s'ajouter des aléas de chantier. Ça donnera le coût des travaux.
Et ensuite, également ajouter combien est-ce que l'architecte et l'équipe de maîtrise d'œuvre sont à rémunérer pour la construction du projet, pas au stade de la candidature, au stade de l'intégralité du projet, et les différentes autres honoraires que vous auriez à financer pour la bonne fin de l'opération. Tout ça vous donnera en totalité le prix de revient de votre opération. Vous aurez également à remplir l'autre volet, qui est le plan de financement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé la somme totale du coût de votre projet, y compris l'acquisition foncière à Haute-Savoie Habitat, il faudra déterminer comment est-ce qu'on paye tout ça. Quelle est la part finalement des apports, c'est-à-dire des fonds propres, des économies que chacun peut intégrer dans le projet. Quelle est la part de prêts bancaires que vous pouvez lever auprès des banques et autres, c'est-à-dire si vous avez la certitude d'avoir une subvention pour le projet ou autre, voilà, c'est une case en plus. Et donc, le total à financer, je l'ai mis entre parenthèses, mais c'est quelque chose de fondamental, doit être au moins égal au prix de revient de l'opération. Les recettes sont au moins égales aux dépenses. Voilà pour le volet financier, je pense que ça répond, ou ça éclaire en tout cas sur la question qui avait été posée. Quelques mots peut-être sur le jury, la composition du jury. Donc, j'en profite pour excuser monsieur le maire de Poisy qui souhaitait être présent ce soir, mais qui a eu une indisponibilité. Mais c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc, dans les membres du jury, on a bien sûr des représentants de Haute-Savoie Habitat, qui est la structure qui est propriétaire, vendeur du Tènement et organisateur par le biais de la bonne échelle du présent appel à projet. La commune de Poisy, donc, qui est la commune le terrain où se situe le projet. Le Grand Annecy également est présent. Donc, ça, c'est la communauté d'agglomération du Grand Annecy, dont fait partie la commune de Poisy, qui est membre du jury au titre de sa compétence en matière d'habitat, c'est-à-dire que c'est la structure qui est porteuse du programme local de l'habitat et donc des grandes politiques en matière de logement sur le territoire. Et également, le quatrième membre du jury, c'est l'association Habitat Participatif France, qui est donc la fédération nationale des structures d'habitat participatif. Et sur le site duquel vous êtes peut-être déjà allé, vous pouvez aussi proposer ce projet. Et donc, voilà, c'est pour montrer l'intérêt qu'a cette association sur ce type de projet. Le jury s'organisera en deux temps. Il y aura un premier temps qui sera donc l'analyse de vos candidatures, c'est-à-dire les candidatures qui arriveront au 4 juin, dernier délai, seront analysées par les membres du jury courant juin. Et ensuite, il y aura un second jury qui sera vraisemblablement en juillet, voire septembre, puisque le mois d'août en général ne compte pas trop, avec des auditions. C'est-à-dire qu'on fera des auditions, pas forcément de toutes les candidatures, mais celles qui apparaîtront comme finalistes, finalement recevables, feront l'objet d'auditions pour pouvoir déterminer l'équipe lauréate. En parlant du jury, donc j'ai embrayé sur le calendrier, mais avant cela, je vous présente, comme j'évoquais tout à l'heure, les différents critères de sélection qui feront le lauréat de ce projet. Alors, il n'y a pas d'ordre de priorité parmi ces différents critères de sélection. Il n'y a pas de pondération plus pour l'un que pour l'autre. Je vais vous les énoncer. Donc, c'est le caractère inclusif ou d'intérêt collectif du projet. Inclusif, c'est-à-dire de pouvoir inclure, ça fait partie de la racine du mot, toute couche de population, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui soit élitiste, mais plutôt inclusif. La question de l'originalité, de l'innovation sociale et environnementale, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Haute-Savoie Habitat, et que donc, y compris quand le bailleur social se sépare d'un Tènement, l'idée de pouvoir en faire quelque chose qui porte du sens en termes d'innovation sociale et environnementale. La question que j'ai évoquée tout à l'heure de valorisation foncière, c'est-à-dire que la notion financière tout simplement, et la viabilité économique du projet est un critère prépondérant. L'organisation globale du collectif, comment est-ce que vous proposez de vous organiser. La question architecturale, c'est-à-dire l'adéquation entre le projet du groupe et l'intention architecturale qui en découle, qui sera matérialisée donc par quelques croquis et esquisses. Et enfin, le niveau de présentation du dossier, au niveau de la forme, parce que parfois la forme
indique aussi des éléments sur le fond. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui sera regardé par les membres du jury, encore une fois, sans ordre de priorité, mais de manière à avoir une réponse et un regard cohérent, complet sur vos candidatures, sur votre travail. Quelques mots de calendrier. Donc aujourd'hui, c'est le lancement officiel, le 4 mars 2021, et on attend donc dans pile 3 mois. Donc le compte à rebours est lancé pour remettre vos candidatures qui seront à remettre par mail, hein, tout simplement. Vous aurez le mail sur le règlement de l'appel à projet. En juin, donc le premier jury. En juillet, mais là, ça peut glisser. Voilà, ça peut glisser sur septembre, le second jury. Mais l'idée étant, en tout cas, d'arriver d'ici la fin de l'année à un avant-contrat, un compromis de vente ou quelque chose d'équivalent. L'idée, voilà, est de pouvoir assez rapidement passer à l'opérationnel parce qu'on a connaissance aussi de projets d'habitat participatif qui peuvent parfois traîner en longueur. L'idée est de pouvoir quand même assez vite pouvoir vous permettre de concrétiser ce rêve d'habitat, de passer dès 2022 à quelque chose d'opérationnel avec un permis de construire et par la suite, carrément la vente du ténement et le démarrage de nos travaux sur 2022. Voilà, donc je vais terminer avec cette présentation et puis les quelques échanges qu'on a pu déjà avoir. Je suppose qu'il peut y avoir encore quelques questions de votre part, donc je suis à votre écoute. Il est 19 h, donc on est dans les temps. Pas de questions particulières? Vous pouvez également prendre la parole, hein. Il y a plusieurs outils. Il y a l'outil poser une question ou l'outil lever la main. Si d'ores et déjà, il y a des personnes parmi vous qui sont particulièrement motivées ou qui souhaitent se faire connaître. Alors, Julien me dit qu'il y a une question. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui sera dans le document que vous préparez. C'est correct? Oui, tout ce que je présente là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je présente les grandes lignes, mais sur le site Internet, vous aurez de manière beaucoup plus complète et formelle, finalement, le règlement de l'appel à projet pour vous indiquer tout ça. Et de toute façon, je rappelle encore une fois que l'idée n'est pas de vous lâcher dans la nature et de prendre rendez-vous dans 3 mois. L'idée est de pouvoir aussi échanger, qu'on puisse communiquer sur comment répondre, qu'est-ce qui est attendu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un certain nombre pour ce lancement officiel, mais il peut y avoir ensuite d'autres personnes qui voient cet appel à projet et qui postulent. Et donc, l'idée est de pouvoir échanger autant que de besoin pour vous permettre de faire la réponse la plus circonstanciée possible. Et donc, voilà, on n'est pas dans l'idée de vous lâcher dans la nature et d'attendre le 4 juin le verdict fatidique. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. J'ai peut-être parlé un peu vite, je ne sais pas. Je préfère tellement quand on est en présentiel. Mais de manière générale, peut-être si vous avez un retour à faire sur la vidéo ou sur l'exposé, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent, des données qui vous manquent? Vous allez répondre forcément le règlement de l'appel à projet, mais celui-là, il va arriver bientôt. Alors, sur le bâti, il y a beaucoup de travail sur le bâti, c'est vrai que ça peut faire peur. Alors oui, c'est une réhabilitation.
c'est une réhabilitation lourde, on peut qualifier de réhabilitation lourde. La structure est saine, est en bon état. Les combles, c'est vrai, ne sont pas aménagés. Donc, dans un projet où il faut aménager si le projet est d'aménager les combles, ça impose en effet des travaux qui sont conséquents pour pouvoir isoler tout ça, pour pouvoir créer des ouvertures en toiture. On a quand même, comme je le répète, une base qui est saine. On a une chaufferie avec une chaudière au gaz qui est en bon état, qui est fonctionnelle. Tout dépend aussi quelque part de l'ampleur des transformations que vous souhaitez opérer. On peut trouver des projets qui soient relativement sobres et qui, on va dire, fassent avec l'existant en transformant le moins possible les ouvertures de façade pour limiter les frais et en s'attachant beaucoup plus sur le volet social du projet d'entraide que sur le volet architectural et de transformation. Mais bien entendu que c'est une réhabilitation lourde qui est devant vous. Et il ne faut pas se le cacher. Alors, d'autres projets, ce type de projet sur d'autres sites, non. C'est relativement rare qu'un bailleur social comme Haute-Savoie Habitat mette en vente du patrimoine. Donc là, c'est une première pour nous, cette mise en vente de patrimoine. Après, La Bonne Échelle, c'est sa spécialité de travailler donc, pour des projets d'habitat participatif qui seront sur des tèlements fonciers, propriétés de communes ou propriétés privées, qui seront donc mobilisés par La Bonne Échelle en vue donc de les co-construire avec des groupes d'habitants en formation, que ce soit dans des réhabilitations ou sur des projets neufs, et ça pour tout le département de la Haute-Savoie. Mais cette configuration-là d'appel à projet pour une mise en vente de nos patrimoines, de propriétés qui appartiennent au bailleur social, c'est une première et il risque pas d'y en avoir tant que ça parce qu'en général, l'essentiel des propriétés du bailleur social, ce sont des logements locatifs sociaux qui sont en phase d'exploitation et qui n'ont pas vocation à ressortir de leur vocation. Est-ce que l'événement public à l'Est envisagé? Alors, il y a une question, oui, sur le parc public. Alors, je me permets de remonter le diaporama pour illustrer le propos. La question est de savoir, est-ce qu'on peut rentrer par ce parking public-là? Je dirais difficilement, parce que c'est un parking public où les places de stationnement sont distribuées de part et d'autre, à gauche et à droite, et que donc la circulation centrale viendrait dans ce cas-là buter directement sur le dernier garage, qui est en fait un bureau, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Mais après, tout est possible finalement. C'est à négocier avec la commune de Poisy qui en est propriétaire. Mais c'est quelque chose qui, à mon sens, n'apparaîtra pas comme quelque chose de naturel. Dès lors qu'il y a déjà un accès existant par le côté sud, par la route d'Annecy, qui est cette voie à sens unique, c'est à mon avis ce qui apparaîtra le plus naturel pour la commune qui sera l'instruction du dossier. Une autre question, je demande de validation que la valeur actuelle inclut bien les désavantages. Oui, l'évaluation qui a été établie par le service France Domaine dans le courrier inclut que cette valorisation qui est indicative de 865 000 €, c'est après que le propriétaire ait enlevé l'amiante du bâtiment, l'amiante éventuelle, parce qu'en 2019, au moment où le service France Domaine a établi cette estimation, il n'y avait pas de diagnostic amiante qui avait été établi. Depuis, il a été réalisé et il n'y a pas ou très peu d'amiante, mais là aussi, le diagnostic amiante est joint à la consultation, aux pièces du dossier de l'appel à projet pour permettre en toute transparence de vous montrer ces éléments. De mémoire, il n'y a même pas d'amiante.
Donc la question là, ne se pose pas par rapport à ça, et on est sur cette valeur-là, valeur vénale, voilà, en 2019, et qui pour nous sert quelque part d'indicateur plus que d'un point dur. Il n'y a pas d'autres questions? Peut-être des souhaits de prise de parole pour donner une intention, un ressenti sur la démarche, sur la volonté de constituer un groupe, peut-être déjà, pour se faire connaître auprès des différents participants de ce soir? Pas forcément. Une fois, deux fois. Est-ce qu'il y a des slides que vous souhaitez revoir pour en débattre? Est-ce qu'il faut en conclure que tout est clair et limpide pour l'ensemble d'entre vous? Oui, sans doute. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre présence à ce webinaire de lancement officiel. J'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur le contenu, voilà, de cette démarche qui est assez novatrice, finalement, assez nouvelle et alternative par rapport à d'autres façons de vendre un foncier. Je vous donne rendez-vous donc dès que vous le souhaitez pour prendre contact et demander plus d'informations dont vous auriez besoin pour constituer une équipe et pouvoir candidater. Comme je vous l'ai indiqué, demain ou lundi d'année délai, rendez-vous sur le site labonnéchelle.oph74.fr à la rubrique donc Poisy, le projet de Poisy, pour télécharger le règlement de l'appel à projet et ces différentes annexes qui ont été évoquées, donc le relevé complet de géomètre du tènement, le diagnostic amiante et le fameux petit document Excel pour remplir finalement, mais ça sera dans quelques semaines, voire quelques mois, pour remplir pour les groupes qui seront candidats le côté financier projeté pour cette opération. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite ma foi une bonne soirée et à très bientôt sans doute. Au revoir.